Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Sans Tabou, l'émission qui n'en a pas. C'est notre dernière émission de la saison. Alors aujourd'hui, on se dit tout. Vous connaissez le principe désormais de l'émission, un dialogue honnête, sans bullshit, sans social washing, sans reprise pétée de Paint in Black pour la fête de la musique, mais avec quelques vannes foireuses de ma part, on ne va pas perdre les bonnes habitudes. Le but de ces émissions, vous l'avez compris, est aussi compliqué qu'indispensable, réfléchir aux grands défis de nos sociétés et aux moyens concrets pour faire advenir un futur plus souhaitable. À l'initiative de ce rendez-vous, le président de Microsoft France, Carlo Purasanta, qui partage à chaque fois avec nous sa vision de patron du numérique. Salut Carlo. Bonjour. Oui, c'est la dernière maintenant. Maintenant, ça y est, on se tutoie. Et à chaque fois, évidemment, un ou une experte du sujet que nous traitons sans tabou. Nous avons ainsi abordé les questions de jeunesse et d'engagement, d'éthique, de santé, d'environnement et d'éducation. Et la promesse de l'émission est simple, c'est un dialogue direct entre nos invités, mais aussi avec vous. Et puisque on est là pour se dire la vérité, nous n'avons pas toujours été à la hauteur de notre promesse, pris dans les débats ou parfois submergés par le nombre de questions que vous nous posiez en direct. Nous n'avons pas toujours répondu à toutes ces questions. Alors pour cette dernière, nous vous avons préparé une émission un peu spéciale. Nous avons repris toutes les questions que vous nous avez posées en live et auxquelles nous n'avons pas répondu. Je vais les poser directement, sans filtre, frontalement, à Carlo qui y répondra sans tabou. Ça nous permettra de tenir nos promesses, de ne pas vous infliger 1 heure de direct le matin parce que, je le redis, 9h, c'est trop tôt, et d'en finir aussi avec cette époque de Zoom, de visio, de webinar, bref, d'arrêter de mater que des écrans. Alors Carlo, prêt ? Prêt, absolument. Alors, c'est l'heure de la finale. Première question. Ne serait-il pas utile que les acteurs technologiques travaillent main dans la main avec des philosophes qui les aideraient à conceptualiser les enjeux éthiques en amont du processus de création des nouveaux produits ou services ? C'est une très belle question, très profonde, et ça mérite effectivement une bonne réflexion. Donc je pense qu'effectivement nous sommes dans une décennie d'accélération de l'informatique, de la puissance technologique. Nous l'avons observé avec ces 15 derniers mois avec le Covid. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'administrations se sont lancées avec la digitalisation des processus parce que ça a gardé les opérations vivantes et les personnes pouvaient continuer à travailler. Alors la technologie est très puissante, elle va très vite, elle est très puissante. Les intelligences numériques s'insèrent de plus en plus dans nos vies. Et c'est vrai que parfois c'est à l'insu du consommateur, parfois c'est à l'insu même d'une organisation. Et la technologie est très puissante, mais est-ce qu'elle est toujours utilisée à bon escient ? Parfois, peut-être, on en fait un petit peu trop. Donc oui, je pense que la nouvelle frontière de l'éthique, pour une entreprise qui produit ces services, ce n'est pas seulement de dire, tiens, il y a des règles du jeu, il y a des lois, je vais les respecter. Ou alors, je flirte avec les frontières et puis dès que j'ai une alerte, je me remets dans la file. Non, ce n'est plus ça. Il faut anticiper. Et il faut se poser la question constamment de dire la technologie rend ce service ou ce produit possible, mais est-ce que mon sens de l'éthique, est-ce que mes principes, est-ce que mes valeurs me proposent autre chose, c'est-à-dire peut-être de ne pas créer ce service. C'est ça la nouvelle frontière. Donc, est-ce que les philosophes sont les acteurs qui peuvent aider ? Bien sûr, ce n'est pas que les philosophes, ça c'est un rôle, mais je pense que c'est effectivement important d'avoir un comité éthique avec des humanistes, des philosophes, des personnes autres que des personnes de la technologie, et puis se dire, faisons la réflexion en amont. Et donc, chaque nouveau service, chaque nouveau produit, on se pose des questions en amont en tant qu'entreprise. C'est ça le sens de responsabilité. Quel progrès technique vous rend le plus fier ou vous impressionne le plus ? Alors, j'ai toujours cette phrase en tête qui dit, la meilleure technologie est celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la promesse de la démocratisation de la technologie a toujours été une promesse de facilité et une promesse de rendre possible plus facilement les choses pour les personnes. Et donc, effectivement, la meilleure technologie, c'est celle qui vient t'aider, pas avec un sentiment d'intrusion, de poids, mais avec un sentiment d'aide, de support, de facilité, de rapidité, d'agilité. Et donc, il y a plein d'exemples. Je fais toujours un exemple qui est très basique et très simple. Quand on écrit sur Word un document ou maintenant sur d'autres applications, on a commencé avec le contrôle d'orthographe, donc voilà, ça aide. Mais maintenant, les intelligences numériques comprennent le sens de la phrase qu'on veut écrire.
Et donc, en fait, on aide quelqu'un qui est en train d'écrire à avoir le bon rapport avec sa phrase. Et ça, c'est de plus en plus invisible. Et au fur et à mesure, c'est une intelligence qui peut se personnaliser. Donc, si j'écris souvent sur un sujet, eh ben, cette aide va être personnalisée pour moi, Carlo. Et il y a plein d'exemples comme ça, de choses qu'aujourd'hui nous faisons d'une certaine manière, mais que demain on va faire plus facilement. Je fais toujours l'exemple aussi de le fait de louer un véhicule, par exemple. Aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Il faut appeler une agence, il faut s'inscrire, il faut plein d'activités juste pour pouvoir rentrer dans un véhicule et aller d'un point A à un point B. Demain, notre identité digitale sera connue, on aura accepté les règles du jeu, on descend dans la rue, on s'approche d'un véhicule, le véhicule nous reconnaît, on rentre dans le véhicule, il y a un tarif que je connais, et je laisse le véhicule et tout est fait. Donc, ça semble science-fiction, en réalité c'est technologiquement déjà possible, et pour nos enfants, ça sera normal. Donc, c'est ça la technologie, c'est rendre des choses possibles, faciles, utiles, efficaces, économiquement, d'un point de vue du respect de l'environnement, etc., et de façon très, très naturelle. Donc, la technologie qui devient de plus en plus naturelle, on dit conversationnelle, ça permet à tout le monde d'utiliser les bénéfices en transparence. N'avez-vous pas peur que la démocratisation du numérique démocratise aussi ses effets pervers, les fake news, le hacking, le revenge porn? Comment peut-on encadrer cela au plus vite sans attendre les nouvelles crises ou de nouvelles déconvenues? Alors, en effet, le progrès vient toujours avec des grandes promesses, des belles opportunités et aussi une partie de convenus, de problèmes. Quand on a inventé la voiture, oui, on pouvait aller plus vite d'une ville à une autre, transporter des biens et des objets, mais oui, on a eu des accidents de voiture qu'avant on n'avait pas, parce que c'est plus difficile de se faire beaucoup de mal avec un cheval par rapport à un véhicule mécanique. Et c'est toujours comme ça. Les ponts, ça nous aide à aller au-delà d'une rivière, mais après, ils peuvent tomber, etc. etc. La technologie, c'est pareil, à la petite différence près que ça va beaucoup plus vite. Donc, il faut continuer à appréhender la nouveauté. Et je pense que la solution, c'est vraiment de répondre à cette promesse de démocratisation avec la formation de tout le monde. C'est-à-dire que le plus tout le monde est à la hauteur de ce progrès, le moins il y a la découverte des problèmes sans que les personnes soient au courant. Donc, pédagogie vers les jeunes, formation de tout le monde, pas seulement les jeunes, mais de toutes les générations, et puis surtout de ceux qui décident, c'est-à-dire que les gouvernements, les profs à l'école, enfin tous ceux qui sont là pour aider le système à évoluer, et ben en fait, il faut qu'ils prennent à bras-le-corps le fait de se former, d'être prêts pour ce challenge, pour encadrer correctement. En fait, c'est nous qui décidons d'un État qui nous encadre pour bien faire collectivement. Donc, ces institutions doivent aussi aller très vite, aussi vite que la technologie. Beaucoup des questions que nous nous sommes posées pendant tous ces 100 tabous portaient évidemment sur la question parfois des limites au pouvoir qu'ont désormais les GAFAM. Et c'est une des questions qu'on nous a posées. Pensez-vous que les entreprises de la tech puissent évoluer sans qu'elles soient sanctionnées? J'imagine que la question est évoluer dans le bon sens, évidemment, sans qu'elles soient sanctionnées. Peuvent-elles le faire d'elles-mêmes? Alors, l'histoire a montré quand même que toutes les entreprises auront été sanctionnées à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a toujours une phase dans la vie d'une entreprise, il y a une phase, moi j'appelle ça une phase d'adolescence, sans vouloir critiquer les adolescents bien sûr, mais c'est juste que quand on a une bonne idée qui fonctionne at scale, à l'échelle, un peu tout d'un coup, c'est souvent comme ça pour les unicorns, enfin pour les entreprises, les startups qui deviennent très grandes, il y a un moment, les premières années, on fait la croissance. Et après, il y a le moment d'adolescence. C'est quoi ce moment? C'est un moment où l'entrepreneur, le groupe dirigeant, ils sont tellement passionnés par leur idée, tellement convaincus qu'ils ont raison parce qu'ils ont eu du succès, que du coup, tu fermes un peu les yeux sur les aspects éthiques, de responsabilité, d'impact sociétal, de concurrence, de respect d'un écosystème. Et tu fermes un peu les yeux. Tu penses avoir raison et tu dis tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont pas raison. Comme on a tous fait un petit peu à un moment donné de notre vie avec nos parents. Et puis on se calme et on devient plus raisonnable. Donc c'est vrai que la sanction
C'est un peu comme quand nos parents nous disaient « non, ça c'est inacceptable ». Et puis on ne l'acceptait pas, et puis on a eu un moment dur, et puis on a compris, et puis on a évolué vers la maturité. Donc je pense que malheureusement, on va avoir encore beaucoup de sanctions. Mais je pense aussi que, que c'est possible, et j'espère que même les startups vont y arriver, c'est possible d'avoir un sens éthique dès le début. Et peut-être qu'en ayant appris ces 50 dernières années de toutes les sanctions qu'on a vues en Europe, en même temps y compris aux États-Unis et ailleurs, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles générations d'entrepreneurs qui ont plus ce sens d'impact sociétal dès le départ. Je le souhaite en tout cas. Pour la toute dernière question de cette première saison de Sans Tabou, je voudrais aborder un thème qui t'est cher, qui est celui de la place de l'Europe. Quelqu'un nous a demandé si tu croyais en la possibilité d'un cloud européen. Je voudrais élargir un peu cette question pour te demander si tu penses qu'il y a une spécificité technologique européenne ou en tout cas une place importante entre évidemment la Chine et les États-Unis que l'Europe pourrait occuper ou qu'elle doit peut-être occuper davantage. Oui, c'est une question que j'adore, effectivement un sujet qui me tient vraiment très à cœur. Les États-Unis et la Chine vont très très vite. Les États-Unis depuis toujours, la Chine depuis une vingtaine d'années. Avant, la Chine copiait un peu les États-Unis ou le Japon. Maintenant, ils développent des technologies et des innovations qui sont vraiment first of a kind. Donc, ils vont très très vite. Les deux puissances sont très fortes d'un point de vue des talents, des moyens financiers, la capacité d'exécution. Et donc, effectivement, c'est une légitime question de dire c'est quoi la place de l'Europe. Alors, sur certains sujets, à mon avis, si on veut recréer exactement ce qui existe déjà pour essayer de faire mieux ou de faire différemment, c'est peut-être un peu tard. Moi, je pense, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse construire sciemment, avec de l'intentionnalité, on top. C'est-à-dire faire un cloud européen, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça coûterait énormément d'argent et beaucoup de temps pour refaire ce qui existe déjà. Donc, est-ce que c'est là qu'il faut focaliser l'attention et les talents européens ? Moi, je pense qu'il faut comprendre les clouds qui existent, les solutions qui existent, et aller construire ce qui n'existe pas. L'innovation, c'est toujours aller développer de nouvelles choses pour résoudre de nouvelles équations. Alors, c'est quoi la place de l'Europe ? La place de l'Europe, c'est la digitalisation du monde, des entreprises, des opérations. Alors, comment le faire ? Je pense que l'Europe a une sophistication dans la compréhension des modèles industriels existants de toute industrie qui est inouïe. Nous avons inventé la plupart des industries. L'industrie de la mobilité, l'industrie de l'énergie, c'est des choses que nous avons construites. L'alimentation et l'agriculture, c'est nous qui avons inventé ça. Le savoir-faire des talents qui sont distribués, des 500 millions de personnes qui sont distribuées sur le territoire, c'est quelque chose de gigantesque. Alors comment cette connaissance, on peut la formaliser, l'agréger, la digitaliser, en utilisant peut-être la technologie qui vient d'ailleurs, mais tout de suite en construisant de la technologie au-dessus de la technologie qui vient d'ailleurs. Il y a un espace à combler qui est encore immense. Donc il ne faut pas dire « Ah non, mais le cloud est déjà fait ». Oui, mais le cloud, c'est juste une infrastructure pour permettre des applications d'être créées au-dessus du cloud et aller résoudre des problèmes spécifiques dans une industrie, dans un métier particulier, dans le privé, dans le public, dans l'éducation. Il y a un espace très très grand. Et cet espace, on peut aller le combler avec donc du développement de nouvelles solutions et en respectant les valeurs qui sont les nôtres. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on veut construire un monde meilleur, on en parle tous les jours, on commence à le faire, heureusement. Le climat, la responsabilité sociale et sociétale, très bien. Donc, construisons ces nouvelles inventions et technologies selon les valeurs européennes, et donc les consommateurs européens vont les acheter, et donc les consommateurs du monde vont les acheter, parce que ça représente des valeurs aspirationnelles que tout le monde va vouloir regarder, acheter et donc utiliser. Voilà, donc il y a un très grand espace, il faut aller vite, c'est sûr, mais il y a une énorme opportunité devant nous. C'est sur cet appel à une technologie plus responsable, une technologie peut-être plus européenne que s'achève cette première saison de Sans Tabou. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay sur le site Ambition de Microsoft. C'est ambition au pluriel, .microsoft.fr. Mais
je voulais aussi vous dire que ce n'est pas parce que cette saison se termine que nous devons retrouver nos langues de bois. Alors ne la pratiquez plus et surtout ne la tolérez plus. Jon Stewart, qui est l'une de mes idoles en journalisme, a terminé son dernier Daily Show après 16 ans d'antenne en demandant à ses téléspectateurs de dénoncer le bullshit avec un conseil que je trouve très judicieux, alors je vous le donne. If it sounds like bullshit, if it smells like bullshit, if it behaves like bullshit, it's probably bullshit. Le débat, le vrai débat, pas celui des pochetrons avinés de CNews, suppose que le langage retrouve sa part de vérité et que nous osions confronter nos avis en étant prêts à en changer. C'est ce que nous avons fait pendant toutes ces émissions. Alors, convenons ensemble que ni la novlangue en franglais, ni les hurlements de principe ne construiront un avenir souhaitable. Or, nous en avons bien besoin. Alors continuons à nous parler sans tabou. Merci beaucoup Carlo de l'avoir fait pendant toutes ces émissions. Merci à Jérôme et Dominique d'avoir tout préparé à chaque fois. Merci à tous ceux qui sont derrière les caméras et derrière le plateau pour nous permettre d'arriver jusqu'à vous. Et surtout, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis pendant cette première saison. Je vous dis donc à bientôt et sans tabou.